Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le coup de cœur du mois d'avril 2021. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Mon nom est Martin Lafrenière de la Zone Jeux de société. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien. En tout cas, une chose est sûre, asseyez-vous confortablement parce que dans la environ prochains 20 à 30 minutes, il y a plein de personnes qui vont vous donner leur choix pour leur meilleur jeu qu'ils ont joué pendant le mois d'avril. Moi, mon choix n'a pas été très difficile pour le mois d'avril parce que j'ai eu la chance de jouer et d'essayer Red Rising, donc le nouveau jeu de mon ami Jamie Stegmaier, ainsi que d'Alexander Schmidt de Stonemaier Games. Jamie Stegmaier et Stonemaier Games ont tendance tout le temps à sortir des jeux avec un certain engouement. Et cette année, l'engouement était peut-être un peu moins présent, mais moi, en tout cas, j'ai adoré ce jeu-là, qui est basé sur une série de livres de Pierce Brown où la société est divisée en couleurs. C'est un jeu de combo de cartes. C'est un jeu d'une grande simplicité où, dans votre tour, dans le fond, vous allez devoir faire une action. Donc, vous allez devoir faire un choix entre deux actions possibles. Donc, soit placer une carte sur le plateau dans lequel il y a 4 lieux, ou soit vous allez tout simplement piger une carte sur le dessus du deck pour le placer sur un endroit. Mais tout ça pour vous dire que dans ce jeu-là, ce que vous devez faire au final, c'est de vous construire une main de cartes qui va vous rapporter le plus grand nombre de points à la fin de la partie. Et les 112 cartes qu'il y a dans le jeu sont différentes. Ils ont des interrelations les unes avec les autres qui rend le jeu très intéressant. Artistiquement, il est beau. C'est pas un des jeux les plus grandioses de Stonemaier Games au niveau de de tout son matériel et de tout le flafla qu'il va avoir, mais ça reste quand même un très beau matériel, très beau jeu, très bonne idée, simple, pas trop long, qui se joue très bien en solo, aussi bien à 2 et j'imagine 3, 4, 5 ou 6 joueurs, parce que j'ai joué en solo puis à 2 joueurs, mais en tout cas, vraiment très bon jeu. C'est un des meilleurs pour moi de l'année pour l'instant. Alors c'est mon coup de cœur du mois d'avril, Red Rising de la compagnie Stonemaier Games. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. On se reparle un petit peu plus tard. Bye bye. De mon côté, mon coup de cœur pour le mois d'avril 2021, c'est le jeu Praga Caput Regni. Un jeu dont j'ai seulement joué en solo pour l'instant et je sens que lorsque je vais jouer en multijoueur, ça va être encore plus un coup de cœur. C'est un jeu parce que dans le mode solo, il n'y a pas d'automa, c'est plus on se bat contre un virtuel mais qui fait pas de points, fait que c'est toujours le faire le plus de points possible. Mais dans Praga, on va avoir une roulette d'action pour toujours choisir des actions. Certaines vont nous coûter un coup en argent parce que la roulette tourne, donc il y a certains malus qui se font quand c'est des actions qui ont été prises récemment. Sinon, à un certain moment, ça devient gratuit de les prendre. Sinon, il y a un autre moment aussi, ça peut même nous donner des points pour les actions que les joueurs ne veulent pas. Et il y a toujours 2 actions possibles sur ces tuiles-là. Et aussi, nous, on va avoir notre propre plateau personnel pour améliorer ces actions-là. Donc, l'action de base devient améliorée, soit nous donne un bénéfice en argent, en des fenêtres, parce que des fenêtres sont utiles dans ce jeu-là. C'est comme une ressource. Et donc, on peut améliorer ces actions-là. On peut aussi aller sur les différents, on a le château et la cathédrale, donc on peut avancer sur ces pistes-là qui vont nous donner des points également dans la partie. Des fois, on va être capable d'aller chercher des bonus. Et pour avancer sur ces pistes-là, il faut construire certains types de bâtiments avec un symbole. Et puis, il y a aussi la piste du roi, la route du roi, on va avancer sur cette route-là. Et encore là, on va pouvoir faire certaines actions. Et si on a des œufs, là, on peut améliorer ces actions-là, faire doublement, en fait 2 actions à chaque fois qu'on se déplace sur cette route-là. Il y a le pont à construire, le Charles Bridge, qu'on va pouvoir construire aussi. Donc, il y a tellement de possibilités, mais on ne pourra pas tout faire. Hein. C'est un jeu qu'il faut prendre une décision, il faut dire, bon, je m'en vais vers cette avenue-là.
et j'optimise cette avenue-là. Donc c'est vraiment ça, si on commence à s'éparpiller un petit peu trop, malheureusement, on risque de faire peu de points et notre partie ne sera pas très fructueuse. Et on a aussi un très beau plateau personnel avec gestionnaire de ressources, l'argent et la pierre. Donc c'est des petites roulettes qui débloquent encore là des bonus. Si on monte notre possession d'argent à un certain niveau ou de pierre. Donc il y a plein de petites choses comme ça. On a une petite piste aussi d'éducation qui nous va chercher des technologies différentes. Donc, plein d'options dans ce jeu-là. Vraiment, une très belle découverte pour moi pour Praga Caput Regni. Donc, c'est mon coup de cœur du mois d'avril 2021. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'avril. Alors premièrement, je tiens à te remercier David pour cette belle tribune que tu nous offres. J'ai beaucoup de plaisir à chaque mois de voir les choix de tous et chacun et je trouve ça très agréable de pouvoir également vous partager mon choix. Mon choix, et c'est pas un jeu qui est très récent. La preuve, c'est même un jeu qui m'avait fait de l'œil il y a très longtemps, mais que j'avais jamais eu le guts de vouloir essayer. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très long et la durée de jeu me refroidissait grandement. Parce que si on parle d'une partie à 4 joueurs, les gens disent aux alentours de 6 ou 7 heures et c'est pas moi qui va jouer pendant 6 ou 7 heures à un jeu comme ça. Ceci dit, ça me travaillait beaucoup et je sais pas, il m'a pogné un trip de vouloir jouer à un euro de gestion. J'ai donc fait l'acquisition de The Colonist. Alors, The Colonist est un jeu absolument épique, The Epic Strategy Game. Alors, c'est un jeu qui est très intimidant de par sa durée, parce qu'à la base, c'est pas un jeu qui est énormément compliqué. C'est un jeu où on va devoir créer notre colonie et le jeu va se jouer en 4 époques. Ce qui est amusant avec ça, c'est que si on le désire, on peut choisir de moduler. On pourrait jouer seulement une époque ou jouer les 2 premières époques et la durée de jeu va être très courte. Ceci dit, je fais un petit bémol sur la durée de jeu parce que j'ai joué en solo une partie avec les 4 époques et ça m'a duré aux alentours de 2h30, ce que je juge relativement acceptable. Imaginez-vous que les 2 premières époques ont duré à peu près juste 1 heure, donc c'est beaucoup moins intimidant que je le croyais. Ceci dit, je ne jouerai jamais avec 3 ou 4 joueurs, mais je vais peut-être bien m'essayer à 2 joueurs à un moment donné. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que le jeu n'est pas du tout complexe. Je m'attendais à être intimidé par ce gros jeu-là, mais il y a beaucoup de matériel et beaucoup de choses, mais c'est un jeu qui est incroyablement simple parce que la complexité du jeu vient des choix qu'on a à faire. Et là, en début de partie, c'est très simple. Hein? On va avoir un plateau central qui va être composé de différentes tuiles hexagonales qui vont être des actions. Et chacune des tuiles va nous dire, bon, retirer des ressources, pouvoir construire des choses. Et lorsque c'est notre tour, on va simplement prendre notre pion, le déplacer, générer l'action de la tuile, et refaire ça. Donc, chacune des années, donc chacune des époques est divisée en 5 années, et chacune des années est divisée en 2 saisons. Donc, il y a l'été où on fait 3 actions, et il y a l'hiver où on fait 3 actions. Donc, ultimement, on déplace 3 fois, on fait 3 actions, on refait ça, et là, l'année est déjà terminée, on passe à la production, on passe à la gestion, donc nourrir nos habitants, etc. Et au départ, c'est très rapide, le jeu se fait très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais plus ça va et plus les années avancent et plus les époques avancent et plus il y a des tuiles qui se rajoutent et plus il y a des éléments et plus le jeu devient une espèce de casse-tête où on doit trouver vraiment le chemin à prendre parce que chacune des actions qu'on va faire va devenir tellement importante et à la fin de la partie, on va essayer d'optimiser le plus qu'on peut chacune de nos actions. Ça fait en sorte que ça a un effet de boule de neige qui, au départ, les choix sont très simples, très rapides et plus ça va et plus on se casse la tête, pas parce que le jeu a des règles compliquées, mais bien parce que les choix sont déchirants et tellement intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur pour un gros jeu de ressources, un gros jeu de gestion. J'y ai joué en solo. Comme je disais, je suis pas sûr que je vais essayer d'y jouer à plusieurs. Et c'est un jeu qui... il y a un scénario solo, mais moi, je joue simplement en solo, là, vraiment, là, battre son propre score. Habituellement, je suis pas un fan de battre son propre score, mais on dirait qu'il m'a comme pogné une bulle de vouloir jouer à ce jeu-là parce que j'avais été longuement intimidé de Colonist. Je m'étais dit, ah non, écoute, c'est beaucoup trop long pour moi. Eh bien, j'ai été incroyablement satisfait. C'est la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur, un jeu que je suis vraiment heureux d'avoir essayé. C'est un jeu que je vais sortir de temps à autre, probablement plus en solo. Mais je pense que c'est un jeu qui gagne à découvert. Si jamais vous êtes comme moi et c'est le genre de jeu qui vous intimide, eh bien, essayez-le. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai vraiment été conquis et très satisfait. Donc, j'espère que vous allez passer tous un excellent mois. Le temps chaud commence à arriver, le mois de mai arrive, donc ça va être très agréable. Et éventuellement, qui sait, peut-être bien renouer avec nos amis, nos collègues pour pouvoir partager une bonne partie autour d'une table. On l'espère tous. Donc, je vous souhaite un bon mois.
Bonjour mes crevettes de l'Atlantique, c'est Vince de l'école du jeu et merci David de m'accueillir dans ce segment coup de cœur sur ta chaîne, très apprécié. Et puis mon coup de cœur du mois d'avril s'en va à la campagne Kickstarter de John Company Second Edition. Donc si vous ne connaissez pas John Company, c'est l'auteur Cole Wehrle qui a fait cette œuvre géniale-là. Et si vous ne connaissez pas Cole Wehrle, peut-être vous connaissez Root. Si oui, c'est l'auteur de Root. John Company, en fait, c'est un jeu de négociation et de gestion un petit peu collaborative où est-ce que les joueurs doivent coopérer ensemble pour faire fructifier une compagnie d'exploitation en Inde, à l'époque coloniale, ou bien tout simplement de la faire crasher puis de faire en sorte que les autres joueurs puissent perdre vraiment, vraiment haut la main alors que toi, tu réussis haut la main sans problème. La raison pour laquelle vraiment la campagne Kickstarter me fascine, c'est que tout d'abord, Cole Wehrle ne présente pas un jeu fini, final, bâton. Il va changer des règles, il va transformer certains éléments, il va adapter certains éléments et les participants de la campagne, les testeurs de jeu, ce sont nous, c'est la communauté et on peut lui donner en fait du feedback via son channel Discord. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir avoir cette discussion-là active avec l'auteur où est-ce que notre opinion est valorisée, nos suggestions sont valorisées. Et surtout, on a une belle communauté qui s'attarde à ce jeu-là. L'autre chose, c'est que le jeu est juste incroyable. C'est un happening à chaque fois qu'on y joue. C'est un jeu qui est long, c'est un jeu qui a beaucoup de règles, malgré qu'on en est à sa seconde édition. Mais Cole Wehrle, quand il se donne la peine de faire une deuxième édition, c'est toujours pour présenter un jeu complètement différent. Donc, c'est pas des petits détails. Là. Non. Tu peux avoir la première édition, puis la deuxième, puis avoir deux jeux complètement distincts. Mais tout de même, on garde l'essence d'un jeu bien corsé de négociation qui peut durer très, très, très longtemps. Et ça, c'est juste la version de base. Il y a une version complète qui peut durer environ 6 ou 7 heures. Bref, c'est un jeu vraiment, vraiment extraordinaire. Allez voir la campagne si ça vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Salut à tous, mon nom est Steve Tendu Maple. Merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois pour le mois d'avril. Mon coup de cœur du mois, un classique Keyflower de Richard Breeze à son meilleur. Un jeu d'environ 1 heure à 2 heures, dépendant du nombre de joueurs que vous êtes. Mais je l'ai juste essayé à 2 joueurs. Puis c'est le genre d'expérience justement que j'ai pas à 2 joueurs. Un jeu d'enchère qui est excellent à 2 joueurs, c'est que vous allez miser 3 couleurs de meeple, peut-être une 4e si vous êtes bien bon. Vous allez en mettre un certain nombre, comme si je mets des meeples ici, l'adversaire devra mettre des meeples bleus pour gagner cette tuile-là que je vais mettre ensuite sur mon village et que je vais pouvoir activer plus tard. Mais par contre, on peut aussi tout simplement activer le pouvoir qui est sur la tuile. Mais une fois qu'on a mis un meeple bleu, si on veut faire une enchère pour gagner cette tuile-là, il va falloir les mettre en bleu. Donc des fois, on va peut-être juste miser sur faire une action sur une tuile juste en sachant que l'adversaire n'a pas les meeples nécessaires pour le miser. Comme si je mets un meeple jaune ici, je sais que mon adversaire n'en a pas de jaune, mais il ne pourra jamais gagner la tuile. Donc ensuite, je pourrais miser tout simplement un seul meeple jaune pour pouvoir le réutiliser. Il n'y a pas aussi un effet de punishment si on ne gagne pas la tuile, parce que si votre adversaire met plus de meeples que vous, parce qu'il y a toujours moyen de réenchérir, mais vous pouvez réutiliser ces meeples-là pour aller les mettre à un autre endroit. Aussi, si on fait une action, il va falloir mettre plus de meeples pour la refaire. En plus, si vous les mettez ensuite dans votre village, les meeples que vous avez là, l'adversaire peut venir jouer dans votre jeu pour activer vos tuiles. Par contre, ces meeples-là, à la fin de la saison, vont revenir à vous. Donc, par contre, encore là, il y a un meeple vert que vous pouvez gagner de manière spéciale. Ils sont très, très, très durs à jouer. Donc, si votre adversaire vient jouer ici, il sait que vous n'avez pas de meeple vert, il va vous en donner un pour la prochaine ronde. Mais si vous voulez faire l'action avec plus de meeple verts, vous n'en avez pas, donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc l'interaction est vraiment fort intéressante. En plus, la partie se joue en plusieurs saisons. Les tuiles s'améliorent de saison en saison, donc on a, je trouve, un sentiment que le jeu évolue de manière exponentielle, qui est fort intéressante. En plus, il y a des tuiles à l'hiver qu'on a choisies en début de partie, qui vont orienter un peu vos parties, comme ici. Plus que vous avez une meeple à la fin de la partie, plus vous allez faire de points. Donc, ça va orienter ma partie au fur et à mesure. En plus, il y a
une mise aux enchères pour l'ordre de tour parce que vous allez accueillir des nouveaux meeples, mais si vous êtes premier joueur, vous allez choisir en premier, ce qui est très, très, très important dans ce jeu-là. Donc, un excellent jeu, un classique Keyflower que j'ai découvert sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ciao! Salut Internet, Pierre-Louis Renaud pour Etugame et aujourd'hui, mon coup de cœur pour le mois, il s'agit de Cartographers. Cartographers, qui est un petit jeu de flip and write. Donc, tout simple, la prémisse, c'est chaque tour, on va tourner une carte avec une pièce imposée pour tous les joueurs. Ce sont des petits polyomino, comme ici, là, c'est une espèce de L. Il peut être jaune ou vert, forêt ou chat. Et tu le places sur sa petite carte, parce que tu as une petite carte comme ça, où est-ce que tu vas créer ton paysage d'un royaume fantastique. Et plutôt simple comme ça, mais ce qui est génial dans Cartographers, selon moi, c'est son système de pointage. Donc, tu as 4 objectifs qui sont générés aléatoirement à chaque partie. Par exemple, l'objectif A, ça pourrait être fait 2 points pour chaque espace rouge. Les rouges, c'est les villages. Dans ton deuxième village le plus gros. Donc, tu veux quand même 2 bons gros villages. Et l'objectif B, ça peut être 3 points pour chaque montagne reliée par une bande de forêt. Donc, tu as ces 2 objectifs-là. Et ce qui est cool, c'est que tu as 4 saisons dans ta partie. Donc, 4 manches. Et dans la première manche, on va scorer A et B. Dans la deuxième manche, on va scorer B et C. Donc, un petit type de pointage à la Isle of Skye, là, où tu sais c'est quoi les objectifs que tu vas accomplir dès maintenant pour cette manche-ci, parce que tu vas rapporter des points là, mais tu veux aussi commencer à prévoir les objectifs qui vont arriver dans la 3e, 4e saison. Et ça, c'est brillant, puis c'est là que le jeu pogne une autre coche. Au début, tu veux juste survivre, tu veux juste pas avoir un pointage négatif, mais un moment donné, tu deviens vraiment maître à jongler avec ces pointages immédiats-là, mais... Enfin, cette pièce-là, non, ça c'est vraiment un truc pour la 4e saison. Là. Je vais mettre de... C'est brillant, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Plein de bonnes idées, simples, élégantes. Tu sais, il y a des embuscades, des monstres, des tuiles monstres. Et dans la version physique, tu peux prendre la feuille de l'autre, tout le monde doit se passer les feuilles, puis tu imposes aux autres où est-ce que ces monstres-là attaquent et donnent des points négatifs. Fait que ça, c'est brillant, mettre du sable dans l'engrenage de ses alliés, de ses adversaires, je veux dire. Et finalement, je peux pas passer sous silence l'application, parce que c'est l'application, moi, qui m'a fait tomber en amour avec le jeu. Elle est super bien faite, elle est super addictive, elle prend en charge tout ce qui est administration, les petites affaires un peu plus, je sais pas comment dire, difficiles à gérer là, sur papier, qui tu te casses un peu plus la tête. Ah, ça, c'est des points négatifs, nanana. L'application gère tout ça pour toi. En plus, tu sais, une game, ça se joue genre en 5-10 minutes, là, puis ça le donne le goût d'en faire une autre. 65 games en 2 semaines, j'ai adoré ça. Méga hit, l'application est géniale, essayez-la, vous devez l'essayer. Un des meilleurs flip and write que j'ai joué dernièrement. Alors voilà, c'était mon coup de cœur Internet et passe un bon printemps. Ciao ciao! Salut tout le monde, ici Eric. Il y a peut-être 2 mois environ, je vous présentais mon coup de cœur qui était Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc ce mois-ci, celui que je vous présente, c'est du même auteur. Il s'agit de Paladin du Royaume de l'Ouest. C'est le 2e titre de la trilogie du Royaume de l'Ouest, le 3e étant Vicomte. Donc dans Paladin du Royaume de l'Ouest, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez différent de Architecte. En fait, c'est qu'on a chacun un petit plateau individuel. Ça se déroule en 7 rounds. Et on doit choisir à chaque round un paladin qui va nous apporter certaines habiletés, certains pouvoirs. Et donc, avec ça, on a des petits meeples qu'on va pouvoir placer sur notre plateau personnel pour réaliser des actions qui vont nous donner des bonus ou encore nous générer futurement des points de victoire. À chaque round, on choisit un nouveau paladin. On va aussi augmenter nos statistiques. Et en fin de partie, au bout de 7 rounds, en fait, celui qui a le plus de points de victoire va remporter la partie. Fait que ce que j'ai aimé là-dedans, premièrement, c'est le visuel, c'est magnifique. Et si vous connaissez Architecte du Royaume de l'Ouest, c'est pas mal le même visuel en fait. Donc, bien que le plateau soit différent, au niveau de l'iconographie, au niveau du visuel aussi, de l'art des personnages sur les cartes, c'est assez similaire. Donc, si vous avez déjà joué à Architecte, vous n'êtes pas totalement perdu, là, même si les règlements sont complètement différents. On reconnaît quand même là, un certain point de repère. Fait que ça nous donne déjà une bonne base pour commencer. Il y a beaucoup de stratégies à avoir dans ce jeu-là. C'est quand même assez complexe comparativement à Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc, un beau niveau de réflexion. On se creuse la tête. C'est super intéressant.
Pas beaucoup d'interaction entre les personnes par contre, mais moi, c'est pas de quoi qui me dérange. Donc, j'aime bien avoir mes petites choses puis pouvoir faire mes stratégies sans trop me faire déranger là, par mon adversaire. Fait que, il y a quelques petites actions qu'on peut faire pour bloquer l'autre. Mais grosso modo, là, on fait chacun un peu les choses de notre côté. Un peu plus long aussi qu'Architecte du Royaume de l'Ouest, donc une partie ça dure environ 1h30 à 2 joueurs. Il y a aussi un mode solo là, avec des cartes faites spécialement pour ça dans ce jeu-là. Bref, une bonne rejouabilité, un beau niveau de complexité, mais sans être trop compliqué. Les règles sont quand même assez faciles, mais le nombre de choses qu'on peut faire et la réflexion qu'il y a à avoir, c'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant. Et comme je vous disais, tout au niveau visuel, là, c'est vraiment très très beau. Cartoony, mais superbe, vraiment bien fait. Donc, je vous le remonte comme ça. Paladin du Royaume de l'Ouest, le deuxième jeu de la trilogie du Royaume de l'Ouest, qui est fait par Shem Phillips, entre autres. Donc, un excellent jeu avec lequel on a beaucoup de plaisir. Donc, c'était Eric, je vous remercie. Salut. Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. On est content de vous retrouver pour le coup de cœur du mois d'avril. D'avril, oui. Alors, sans spoiler, regardez, on vient d'en faire une partie encore ce soir. Voilà. On a fait une partie, bon, c'est Willow qui a gagné. Mais malgré tout, j'aime ce jeu. J'ai envie d'y retourner, partir à l'aventure. Tout le temps, moi aussi, aller excaver des sites. Aller explorer, faire exploration dans un temple, découvrir des trésors, envie de chanter des thèmes musicaux qui font tan 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 des tan. vraies pièces d'or. Vous l'aurez compris, notre coup de cœur incontestable du mois d'avril 2021, c'est les ruines perdues de Narak. Oh oui, habituellement on vous propose 2 jeux, un jeu chacun, mais là ce mois-ci c'était pas possible, on s'est mis d'accord avec Oli, c'est les ruines perdues de Narak pour tous les deux. Pour une fois qu'on est d'accord sur un jeu coup de cœur, même si j'ai perdu cette partie, qui a été filmée d'ailleurs. Ouais. Non, on a filmé que le début. Ah oui, que le début. Et ben, moi je dis Narak, je l'aime. Alors pour toutes ces raisons, c'est notre coup de cœur. C'est un jeu assez fluide, une mise en place un peu longue, mais comme on a acheté un insert prévu à ce sujet, c'est plus rapide à installer. Mais en tout cas, il y a des bons combos à faire, il y a du challenge. C'est moi, beau, un matériel exceptionnel. Allez-y, les yeux fermés. Pour le moment, en France en tout cas, il est en rupture, mais apparemment, il revient très vite en stock au mois de mai. Super. Et il n'a pas le même nom, non? Aux États-Unis, il s'appelle Lost Ruin of Arnak. Arnak. Oui, Yeah. c'est presque pareil. Arnak ou Narak? En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau coup de cœur. N'oubliez pas, jouer, c'est partager. On Yes. compte sur vous. Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle chronique coup de cœur du professeur Board Game, que je salue d'ailleurs. Encore une fois, je profite de la belle température pour sortir, pour faire ma chronique. Donc, le jeu que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu que j'avais déjà joué par le passé et ils ont sorti des nouvelles boîtes récemment. Celle-ci est de 2020 et je suis vraiment content d'avoir remis le nez dedans parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est Sherlock Holmes. Celui-ci, c'est les Francs-Tireurs de Baker Street. Donc, j'ai eu le plaisir de l'emprunter gratuitement à ma bibliothèque de quartier. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que c'est un jeu à scénario limité. Donc, une fois qu'on a fait les 10 scénarios, le jeu est terminé. Mais dans le jeu, on trouve un matériel vraiment sympa. Je me penche un peu pour poser la boîte. On a à chaque scénario un livret d'enquête. Donc, le livret va va présenter quel est le sujet de l'enquête et il va falloir faire des choix pour se déplacer dans l'enquête. Donc, si on pense, par exemple, à aller voir la scène de crime, bien, on va pouvoir aller visiter la scène de crime. Donc, c'est un système de paragraphes, un peu comme un jeu dont vous êtes le héros, un livre dont vous êtes le héros. Mais sinon, dans le matériel, on a des trucs vraiment cool, comme par exemple, on a des vrais journaux, entre guillemets, puis il y a des informations qui sont cachées dans les journaux. Et on a aussi une belle carte du plan de Londres. Donc, on peut aller se promener dans la ville pour aller enquêter à différents endroits. Donc, c'est le genre de jeu où on se demande si c'est un jeu. C'est pas plutôt une aventure narrative qu'on joue à plusieurs, où on travaille ensemble à réfléchir. C'est vraiment un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Et le défi, c'est de réussir à battre Sherlock Holmes, mais ça, oubliez ça, c'est pas possible. Il résout toujours les énigmes d'une façon super efficace et limite un peu tordue, mais c'est vraiment sympa de se promener, d'enquêter, prendre des notes, puis d'essayer de résoudre les différents mystères. Donc, j'ai pas encore fini. Je suis rendu au 3e scénario avec ma copine, puis on aime beaucoup cette boîte-là. La petite différence, si vous avez déjà joué aux boîtes précédentes,
c'est que dans celle-ci, on peut retourner visiter certains lieux quand on a des nouveaux éléments, ce qu'il n'y avait pas par le passé. Comme par exemple, si on a trouvé un objet, bien, on peut retourner sur un lieu pour questionner un suspect sur cet objet spécifiquement. Puis c'est avec un petit système tout simple de notation de lettres. Vous verrez, c'est super simple à mettre en place. Par contre, je vous préviens, c'est quand même un bon 2 heures les parties. Bref, donc c'est ça, Sherlock Holmes, Détective Conseil, les francs-tireurs de Baker Street. Je vous invite à découvrir ça et à essayer. Et sur ce, ben, je vous souhaite bon jeu et de belles découvertes avec les chroniqueurs qui me suivent. Salut! Hey, salut la gang, c'est Mathieu de On Joue-tu. Je suis super content de vous parler de mon coup de cœur du mois d'avril parce que franchement, je pense que c'est le coup de cœur de la dernière année. C'est pas nécessairement un nouveau jeu, c'est un jeu que justement j'ai trouvé en seconde main proche de chez moi. Puis je me suis dit, j'en avais tellement entendu parler de ce jeu-là, je vais l'essayer. Je parle ici de Spirit Island, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et si vous avez la dernière extension, donc Jagged Earth, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. J'ai jamais joué à 6, mais j'imagine que ça doit être un peu plus long que les autres parties. Spirit Island, c'est un jeu où vous allez être des esprits sur une île qui vont essayer de repousser les colons qui essaient de justement venir habiter cette terre-là. Dépendamment de l'esprit que vous avez choisi d'incarner, vous allez avoir 3 possibilités d'action qui seront différentes des autres. Donc on a beaucoup d'asymétrie dans ce jeu-là. Puis quand je dis de l'asymétrie, c'est franchement un des jeux où j'ai vraiment le plus l'impression que dépendamment du personnage que je choisis, ça va totalement changer ma partie. Donc pour le moment, pour les 6-7 parties que j'ai fait, c'est toujours des conversations intéressantes de justement comment on va déterminer qui fait quoi ce tour-ci, parce qu'il n'y a pas un ordre déterminé. On n'est pas toujours obligé de dire c'est toi qui commence. On peut dire ben moi je veux jouer avant parce que moi je peux faire ceci, ce qui va aider toi avec cet esprit-là qui a justement cette force-là. Donc on va vraiment aller jouer sur les forces des autres joueurs. Si on regarde le plateau de jeu de chaque joueur où on voit l'esprit qui a été choisi, ben quand on va ajouter des jetons, ce qu'on appelle de la présence sur la carte, en faisant ça, on va toujours soit améliorer le nombre de cartes qu'on peut jouer ou le nombre d'énergie, donc l'énergie qu'on va pouvoir se servir pour jouer des meilleures cartes. Donc on a vraiment cette impression de progression, ce qui est super important parce que justement les colons deviennent de plus en plus intimidants et présents, donc on n'a pas le choix de justement s'agrandir pour être capable d'affronter cette menace. Il y a 8 esprits au total qui viennent dans le jeu de base, donc 8 esprits qui se jouent de façon totalement différente. Tu vas en avoir qui sont plus axés sur la défense, donc eux ils vont plutôt défendre les habitants de l'île parce que oui, il y a des habitants qui vivent sur l'île, on les représente par des petits genres de champignons sur l'île. Qui est justement une autre chose que j'aime du jeu parce que la thématique est encore une fois présente là. Les esprits essayent de sauver les habitants de cette île-là puis s'en servir des fois pour justement les aider à repousser les colons. Donc on a justement, il y en a un des esprits qu'elle va beaucoup jouer sur le fait de pouvoir déplacer les habitants de la ville, comme ça ils peuvent mieux contre-attaquer les colons. Et puis pendant la partie, on va aussi générer de la peur. Donc plus il y a de peur, plus on a de chances que les colons vont embarquer dans leur bateau puis envoyer ailleurs. Fait que bien sûr, il y a un des esprits que lui, il joue à fond sur la peur. Ça veut dire que 3/4 de ses actions vont justement créer de la peur. Par contre, il y aura un désavantage que lui, il peut pas attaquer. Donc on a toujours justement un équilibre qui est assez génial. Et puis pour vous aider à choisir la meilleure équipe d'esprits pour affronter cette partie-là, si vous retournez le plateau des esprits, ça vous montre le niveau de complexité, leurs forces et leurs faiblesses. Puis ça peut vraiment vous aider à choisir parce qu'il faudrait pas commencer avec 3 esprits qui sont à fond sur la défense. Ça veut dire que on n'aurait personne qui pourrait attaquer, mais on serait tout en mode défense. C'est pas ça qui va nous amener la victoire. Donc voilà, Spirit Island, mon coup de cœur du mois. Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy qui vous présente son coup de cœur du mois et il s'agit du non le moindre, le jeu Colt Express. Donc en fait, c'est un jeu qui est sorti en 2014, donc ça fait déjà un certain temps de ça, mais j'ai eu le plaisir de le découvrir en version numérique sur Board Game Arena. Donc merci à mes amis qui me l'ont fait découvrir. Qu'est-ce que c'est Colt Express? Comme vous pouvez voir sur les images, donc c'est un jeu de cowboy de Far West. En fait, c'est un jeu de bandits. Donc, on interprète des bandits qui veulent justement se promener dans un train comme sur l'image et on essaie en fait de récolter des trésors, des diamants. L'objectif, c'est que c'est un jeu compétitif, donc chaque personnage a des caractéristiques vraiment uniques, c'est très intéressant. Notamment, nous avons le personnage de Ghost qui a le pouvoir de pouvoir jouer des cartes face cachée. On a la Belle qui, justement, elle, a le pouvoir de détourner, en fait, les attaques. Donc, elle est tellement belle qu'on ne peut pas la toucher. Donc, dans ce jeu compétitif, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est non seulement les personnages
la mécanique du jeu, donc qui est un jeu en fait de cartes avec une partie cachée et une partie de jeu ouvert, où on peut voir et prévoir les attaques et les pièges des adversaires. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui se joue très bien en mode numérique, donc digital. C'est un jeu qui a été rapide, qui était vraiment intense, amusant, très diversifiant. Dans la version plateau, comme vous pouvez voir sur les images, le train est accessible en 3D. Donc, on a vraiment l'action de se déplacer sur le train, ce qui rend ça très intéressant pour jouer avec des enfants. Donc, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. Comme vous pouvez voir aussi sur les différentes images, le jeu a été populaire depuis 2014. Ils ont sorti plusieurs extensions. Donc, notamment, comme vous pouvez voir ici, le Colt Super Express et notamment aussi des extensions pour chacun des différents personnages. Chaque personnage a des aptitudes et des habiletés particulières, ce qui fait en sorte que le jeu a vraiment une belle rejouabilité. Donc, et voilà, c'était ma présentation de Colt Express, un beau petit jeu familial qui se joue à plusieurs joueurs, un jeu compétitif, mais une compétition légère et agréable dans un univers de Far West et de bandits où les vilains peuvent régner. Bonjour chers amis, ici LP et mon coup de cœur pour le mois d'avril 2021, c'est le jeu After the Empire. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs compétitif de Grey Fox Games. C'est un jeu dans le fond qui va combiner, il va jouer sur 7 tours de jeu, celui qui a le plus de points à la fin l'emporte. Chaque tour de jeu va se jouer en 2 phases. La première phase, c'est une phase de placement d'ouvriers où on va aller placer nos différents villageois pour aller chercher différentes ressources, du bois, de la pierre, de la nourriture, du métal. On va aller engager, pas engager, mais secourir des nouveaux réfugiés, on va construire des nouveaux bâtiments, on va améliorer la structure de notre forteresse, de notre château. Et dans la deuxième phase de chaque tour de jeu, on va virer de bord quelques cartes envahisseurs, puis il y a des barbares, des archers, des catapultes qui vont nous attaquer de tous les bords. Fait que là, on rentre dans une phase vraiment de tower defense. Fait qu'il y a du placement d'ouvriers, il y a du tower defense, c'est vraiment structuré comme ça. La partie tower defense, elle est simultanée, tout le monde la fait en même temps. Fait que c'est un jeu qui coule bien, qui est assez rapide. C'est un jeu qui a des très très bonnes composantes. C'est un jeu, comme j'ai dit, qui a du placement d'ouvriers, mais que je qualifierais de base, du placement d'ouvriers assez simpliste. Fait qu'on est capable de rentrer dans le jeu rapidement, de l'expliquer assez rapidement. Les phases de combat sont très intéressantes, il y a des belles structure, il y a une belle structure à l'intérieur du jeu, il y a des belles stratégies à mettre en place. La rejouabilité n'est pas infinie, mais amplement suffisante, selon moi, évidemment, avec le matériel qu'on a dans le jeu de base. En plus, présentement, on peut sauter dessus sur GameFound avec le Pledge Manager qui sera probablement pas fermé au moment où vous allez voir ceci, du moins. Je l'espère, fait que si on veut les composantes de luxe ou des extensions, il y a un mode solo qui va avoir dans le GameFound. Fait que c'est vraiment pour moi une belle découverte avec du bel matériel. C'est un jeu, du beau matériel, c'est un jeu qui prend de la place, qui est ambitieux, mais qui selon moi vaut la peine. Donc, mon coup de cœur pour avril 2021, After the Empire. Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois d'avril 2021. Uwe Rosenberg, un concepteur que j'apprécie grandement, que j'ai découvert en 2007 grâce à Agricola. Donc, un concepteur qui a fait de nombreux succès. Généralement, c'est tous de gros jeux euro de gestion de ressources. Parmi ces titres qu'il a fait, 7 se sont classés dans le top 100 de BGG et Patchwork en fait partie. Donc, c'est un jeu plus petit qu'il a réussi à faire, qui a probablement popularisé les polyomino, donc des placements de tuiles en forme de Tetris. On doit faire un casse-tête à 2 joueurs, très simple, très rapide, et est arrivé donc en 2019 Patchwork Express, ce que je vous montre ici. Une plus petite boîte, règle plus simple, on a simplifié le jeu, on a enlevé les cartes bonus, on a changé la façon donc de placer les cases bleues pour ceux qui connaissent le jeu. Bref, le gameplay est tout aussi efficace, plus rapide, mais tout aussi agréable. Alors, c'est un jeu à 2 joueurs essentiellement, ce qui est la popularité présentement grâce ou à cause de la COVID, qui nous oblige donc à avoir un cercle d'amis plus restreint. Alors, je suis curieux de savoir quel est votre jeu préféré à 2 joueurs. Présentement, c'est à ça que je joue. Donc, c'est ma suggestion du mois, mais j'ai bien hâte de vous lire. Alors, David, c'est à toi.
Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois d'avril 2021, s'il s'agit du jeu Dune Imperium que j'ai eu la chance d'essayer dans le dernier mois. C'est un jeu du même auteur qu'un de mes jeux préférés qui est Clank, donc c'est un nouveau jeu de Paul Dennen. Il va encore dans le deck building, mais cette fois-ci on ajoute du contrôle de territoire, du placement d'ouvriers, donc un mélange quand même de mécaniques assez intense, très thématique aussi avec l'univers de Dune pour ceux qui connaissent. Donc on va incarner une des factions, on va avoir un personnage qui va avoir un pouvoir à lui, on va avoir notre deck de départ, les cartes vont nous permettre d'aller placer nos ouvriers à certains endroits et de faire des actions, mais aussi à la fin de notre tour, enfin à la fin de la ronde plutôt, les cartes qu'on n'a pas jouées vont s'activer avec un autre effet qui est en bas de la carte. Donc chacune des cartes est multi-usage, donc je peux la choisir pour son pouvoir, je peux la choisir pour les destinations qu'elle va me permettre d'aller sur le plateau, parce que les différentes factions, les différentes cases sur le plateau vont demander certains icônes de déplacement, donc faut faire attention à ça quand on construit notre deck. Et c'est un jeu qu'on va avoir du contrôle de majorité, on va avoir une espèce de scène de combat sur la planète Dune évidemment, et on va aller mettre des soldats pour se battre sur cette planète là, et on va avoir des cartes qui vont ajouter des bonus au combat, et à la fin de la ronde, mais celui qui a le plus de force militaire va remporter la récompense de la carte de conflit, et ces récompenses là sont très importantes, notamment il y en a qui peuvent donner jusqu'à 2 points de victoire sur un jeu qu'il faut seulement 10 points pour gagner. Donc un jeu super tendu avec des cartes multi-usages, un deck building rafraîchissant, différent de ce qui se fait. Donc Dune Imperium, vraiment très cool à jouer. Si vous jouez à 2 ou en solo, par contre, vous avez des espèces d'automas qui sont très aléatoires, donc ça rend le jeu peut-être un peu moins stratégique, mais c'est vraiment un jeu qui devient très riche à 3 et 4 joueurs, beaucoup d'interactions, de conflits et de tensions dans l'univers de Dune. C'est basé aussi avec les visuels du prochain film qui va avoir, celui de Denis Villeneuve, donc on a très hâte de voir la sortie du film pour pouvoir se replonger dans cet univers de science-fiction. Donc mon coup de cœur pour le mois est Dune Imperium, qui devrait arriver très prochainement en français par nos amis de Lucky Dog Game, donc soyez patients, si vous attendez la version française, ça s'en vient bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2021. Concours dans lequel vous pourriez gagner le jeu Cryo qu'on vous a présenté la semaine dernière. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre coup de cœur du mois d'avril 2021? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation au concours. Si vous nous supportez aussi sur Patreon, pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique à celui-ci. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours qui se déroule tout au long du mois de mai 2021. Encore une fois, un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer des segments coup de cœur pour les partager avec vous. Donc, merci encore à toute cette super équipe de collaborateurs qui revient de mois en mois pour vous offrir ce super segment collaboratif. On est très fiers de le faire. Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles et on se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. D'ici ce temps-là, continuez de gamer.